Et bonjour à tous, et non, je vous dis pas bonsoir ce soir, puisque nous sommes le matin, il est un peu plus de 10h, et nous sommes en direct ce matin de la Maison pour tous à Alès, en direct pour ce club très spécial à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. À l'invitation de la Maison pour tous, on est ravis d'être là ce matin dans l'émission avec autour de moi de nombreuses femmes d'Alès qui vont nous parler, et puis du grand territoire d'Alès, qui vont nous parler bien évidemment de cette Journée internationale des femmes, des animations qui sont prévues aujourd'hui ici à la Maison pour tous. Alors on a des élus, on a des chefs d'entreprise, on a des présidentes d'associations, on a même Brahim Aber à qui on va donner la parole dans quelques instants. Vous le connaissez bien, c'est le sociétaire dans le club Objectif Gare. On va démarrer par un tour de table pour présenter toutes les femmes qui sont avec moi ce matin. La première, c'est Marie-Claude Albaladejo. Je l'ai bien dit, Marie-Claude? C'est super, il est très bien dit. Bonjour Abdel. Bonjour Marie-Claude, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes élue adjointe au sport à la ville d'Alès depuis 2014, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. On parlera de votre parcours, vous avez fait beaucoup de choses autour de l'athlétisme notamment. On y reviendra dans quelques instants. Est avec nous également Soraya Awes et on est ravis d'être avec Soraya ce matin parce que Soraya, c'est elle qui nous a proposé de venir à Ibrahim faire cette émission ce matin, qui s'occupe de cette maison pour tous puisqu'elle est élue adjointe à la politique de la ville à Alès. Bonjour Soraya. Bonjour Abdel. Vous avez vu que j'ai failli dire bonsoir. Hein. Et oui, c'est les habitudes. Abdel. Merci de nous accueillir. Merci à toi d'être venue et merci à toutes d'être aussi présentes sur ce plateau et puis à la Maison pour tous, c'est important. On a beaucoup de choses à se dire ce matin. Énormément. On a effectivement beaucoup de parcours. On va essayer effectivement ce matin de vous expliquer tout ça dans cette émission. Puis on a avec nous également Corinne Folana, les chefs d'entreprise, chef d'établissement du collège Villa Béchard et du lycée professionnel Pasteur à la Grand-Combe. Bonjour Corinne. Bonjour Abdel, merci. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Bon, on va parler aussi des échanges aujourd'hui dans vos établissements. On va parler de ces jeunes filles, de ces filles, dans le rapport qu'ils peuvent avoir aussi avec les garçons dans le monde de l'éducation. Merci beaucoup de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Agnès Pradin est avec nous également. Elle est bien connue sur Alès. Elle est présidente des pharmacies Agnès Pradin depuis maintenant un petit peu plus de 30 ans. C'est bien ça Agnès? Oui, ça fera 33 ans le 2 septembre. Bon, vous avez fêté les 30 ans j'espère. Oui. Bon, très bien. Là aussi, parce que quelque part dans les pharmacies, c'est comme les médecins, c'est aussi des confidents, c'est aussi, j'ai envie de dire, le premier contact qu'on peut avoir aussi avec les habitants, avec les habitantes. Et on en parlera également de ces clientes, de ces personnes qui viennent dans votre pharmacie, et puis aussi vous dans le travail que vous faites au quotidien. Oui. Bonjour Adèle, merci pour l'invitation. Et oui, il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. La santé, c'est un enjeu primordial. Ah oui, je vous le confirme. Yamina Tar Chaouch est avec nous, elle est responsable de l'association Ouverture depuis 2016. Bonjour Yamina. Bonjour Abdel. Yamina, elle a pas sa langue dans sa poche. Elle a beaucoup de choses à dire sur les femmes. Oui, il y en aurait à dire, mais je crois qu'il faudrait beaucoup plus qu'une seule émission. Bon, on va déjà essayer. À notre humble place, on va essayer de dire des petites choses ce matin. Ouais, d'accord? Okay, ça marche. Anissa Cordiani est avec nous également ce matin. Elle est élue conseillère municipale de la ville de la Grand-Combe, en charge notamment du centre social municipal. Bonjour Anissa. Bonjour Abdel, bonjour à tous. Bon Anissa, on est à la Maison pour tous, mais la Grand-Combe finalement c'est le même territoire, c'est les mêmes enjeux. Oui, exactement, les mêmes enjeux à une dimension différente, mais les mêmes problématiques. Ce qui va être intéressant avec vous ce matin, c'est de comprendre pourquoi vous êtes jeune, pourquoi vous avez voulu vous engager en politique pour travailler à l'intérêt général. Ça sera intéressant que vous puissiez nous le dire. Et puis je crois que vous êtes maman également de 3 enfants. Et comment on arrive à concilier tout ça? Parce que par ailleurs, vous êtes également commerçante. Oui, exactement. Donc multicasquette, et je suis à un stade de ma vie où je dois gérer plusieurs choses et c'est d'autant plus difficile. Il y a Şengül Bekü qui nous rejoindra tout à l'heure. Elle est présidente de l'association culturelle et sportive turque d'Alès. Elle est chef d'entreprise également dans le secteur de la maçonnerie, qui est plutôt finalement un métier habituellement qui est réservé aux hommes. Et ben, elle nous expliquera comment elle est devenue chef d'entreprise dans ce secteur. Elle nous rejoindra tout à l'heure dans l'émission. Et puis nous avons également Jessica Piver qui est avec nous. Elle est de la radio Grille Ouverte, puisque juste avant 10h, il y avait une émission également sur radio Grille Ouverte ici à la Maison pour
pour tous. Bonjour Jessica. Bonjour Abdel, merci de m'accueillir. Bon, est-ce que cette émission s'est bien passée de 9h à 10h? Très bien, c'était super. Bon, vous avez Merci aussi... de nous avoir laissé faire l'émission aussi, Soraya, Brahim. Vous avez eu pas mal d'intervenants également dans votre émission ce matin. D'intervenantes, surtout un intervenant, Brahim. Ouais, voilà. Voilà. Ah mais il est là, hein, je vais le présenter, il est partout. Et puis on recevra tout à l'heure Fabienne Fagedrouin qui sera avec nous. Elle est élue à Alès également, elle est en charge du pôle culturel et du club senior. Et donc on finit ce tour de table avec Brahim Haber, que vous connaissez bien. Il est président de l'association Aventure Nomade. Il est en charge de cette maison pour tous. Et il est surtout, pour moi en tout cas, sociétaire au club Objectif Gare. Bonjour Brahim. Bonjour Abdel, bonjour à toutes et à tous. Mais c'est super parce que la majorité c'est public féminin. Tout à l'heure dans les répétitions, je me suis fait reprendre de voler par ma conseillère et avec laquelle je travaille, parce que j'avais oublié de dire qu'effectivement aujourd'hui c'est la journée des droits de la femme et pas de la maison pour tous. Mais par contre on peut la redéfinir comme la maison pour toutes, donc du coup je rectifie un peu le tir par rapport à ça. C'est pas mal effectivement. Voilà. En tout donc, cas le pari qu'on s'est donné il y a quelques semaines d'organiser cette émission ce matin, on y est arrivé. On va voir tout à l'heure vers 11h quand on termine, mais globalement on y est arrivé. On y est arrivé et puis pour moi personnellement c'est un plaisir d'être ici autour de la table avec toutes ces personnes-là, toutes ces dames qui œuvrent au quotidien en fait sur notre territoire. On va de la chef d'entreprise jusqu'à l'élu, jusqu'à la maman, jusqu'à la responsable de structure et d'association, et ça pour nous pour moi c'était important. Et aussi Abdel, je te cache pas que chaque fois de temps en temps je mets mon frein en tant que responsable président d'Aventure Nomade lorsque je viens sur ton plateau. Et ici, je suis heureux d'être représenté en tant que responsable de la politique de la ville et non pas que de la maison pour tous. Et pour moi, c'est très, très important. Voilà. Exactement. Et puis, on va le dire quand même, on peut se permettre de le dire, il y a un peu de public ce matin qui est avec nous dans l'émission. Puis, il y a quelqu'un de très important pour vous. Ah ben oui, et elle me suit sur les réseaux, même si elle ne comprend pas rien sur Facebook. Mais avec mon père, tous les mardis ou quand je viens sur l'émission, il faut acheter la tablette. Par contre, vous mettez uniquement qu'Objectif Gare. Hein. Exactement. Voilà, ce sont un fan club d'Objectif Gare. Donc elle est là, c'est ma maman. Elle est parmi le public et je suis très content qu'elle soit parmi nous. On est très heureux effectivement qu'elle soit là et qu'elle soit venue ce matin pour suivre l'émission. Mais je vous propose qu'on démarre tout de suite. On a beaucoup de choses à se raconter. Démarrons déjà par le générique. Allez, on est de retour ici. On est en direct de la Maison pour tous à Alès dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes avec de nombreuses personnalités féminines autour de la table. On va bien évidemment parler de leur parcours professionnel. On va parler de leur aventure ici sur le territoire alésien. Mais juste avant, avec Soraya et avec Brahim, je propose qu'on dise un peu cette Maison pour tous. D'où est née cette idée de faire cette Maison pour tous? Quelle est la genèse de ce projet? Brahim, peut-être pour démarrer. Ouais, voilà, puis après c'est l'honneur aux dames, donc après je quitterai le plateau, je laisserai il y a Fabienne qui va arriver. Donc en fait cette structure a été créée en 1984 justement pour l'ensemble des Alésiennes et des Alésiens qui pour œuvrer, pour proposer des animations et pour mettre en place en fait des actions qui soient en lien en fait à tout ce qui est les quartiers politiques de la ville. Donc du coup c'est une chance qu'on peut avoir sur notre territoire d'avoir un superbe et un beau lieu d'accueil, un outil énorme. Il faut savoir quand même que cette année, lors de l'année 2023, plus de 25 500 personnes ont gravité autour de cette Maison pour tous. On s'en rend pas compte, mais c'est énormément de Et puis on va monde. rappeler que même si elle est au sein effectivement d'un quartier aujourd'hui sur Alès, les publics qui viennent, c'est sur l'ensemble du bassin. C'est l'ensemble du territoire. Ça, c'est, comme dit Soraya, c'est Alès Agglomération qui met en exergue, qui met en fait en œuvre ce superbe espace. Ça coordonne, ça accueille des associations qui viennent, qui profitent des espaces, puisque là aussi on a des jeunes, on a des femmes, on a différentes disciplines associatives. Une vingtaine d'associations ont œuvré cette année. Il faut savoir que ça va de la culture, en passant par le sport, en passant par la santé, en passant par la couture, le soutien scolaire. Il y a une multitude d'activités qui gravitent autour de cette Maison pour tous, et c'est un élan et c'est une chance que la ville d'Alès puisse proposer, comme je le disais auparavant, un superbe espace outil. C'est unique. Soraya, peut-être sur cette journée dédiée, cette journée internationale des droits des femmes.
Pourquoi vous avez eu l'idée d'organiser ça? C'est pas la première année d'ailleurs, hein, ça Non, fait déjà plusieurs tout à années fait. que vous le Ça faites. fait déjà plusieurs années, effectivement. Enfin, l'idée, c'était aussi, voilà, comme tu le dis, Abdel, effectivement, ça fait plusieurs années qu'on le fait, et il est important justement que ces femmes puissent évoluer sur des événements qu'on mène pour la journée des droits de la femme. Donc, quoi vous dire si ce n'est que... Peut-être les animations, parce qu'il y a un vrai programme. Déjà, je voudrais saluer Yamina, mais on va en parler avec elle largement, parce qu'en fait, tout autour du plateau, il y a une très belle exposition. C'est ça, c'est ça. Mais alors, les animations, comme chaque année, alors on part sur des thèmes, hein. Chaque année, on part sur des thèmes pour la journée des droits de la femme. Donc là, effectivement, il y a Mina, l'association Ouverture, qui, elle, nous a exposé de magnifiques tableaux. J'ai juste face à moi Simone Veil. Exactement. Et puis d'autres encore. Bien sûr. Et ensuite, sur la journée en elle-même, dans l'après-midi, on fait des ateliers bien-être. Donc, beaucoup de femmes vont participer à du massage, à de la sophrologie, réflexologie. Il y a plusieurs thèmes. C'est une journée pour se faire du bien. Exactement. Une après-midi Alors, pour vraiment se faire bien-être. du bien. Vraiment bien-être. Hein. Et puis le soir, bien sûr, on termine ça en apothéose, puisqu'on fait un dîner dansant, karaoké. Donc c'est Ah vraiment... oui, ça va chanter. Vous allez prendre le micro, vous oui, allez chanter, Soraya? oui, toutes. Ah oui. On va toutes chanter, ça c'est clair. C'est à partir de 19h, c'est jusqu'à C'est minuit. ça, c'est ça. Il y a minuit. il y a un repas turc, je crois, C'est qui a ça, été concocté. exactement, concocté par Et l'association. c'est complet, malheureusement, pour ceux qui suivent l'émission ou qui vont la regarder cet après-midi, c'est complet. C'est hein. la réelle problématique qu'on a chaque année, enfin, sur chaque événement qu'on mène sur ce quartier. C'est vrai que quand on lance un événement, automatiquement, au bout de 3-4 jours, c'est complet, c'est plein. Donc les gens adhèrent, les gens se régalent. Puis ces femmes-là ont besoin, justement, de vivre des moments où elles s'épanouissent, où elles rient, où elles... Ce qui frappe en tout cas dans cette maison pour tous, moi j'y suis venu dans la semaine dans le cadre de la préparation de l'émission, puis on est là depuis ce matin, c'est qu'il y a une vraie mixité. Voilà, c'est tous les publics qui viennent à la maison pour tous. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a toutes les origines qui sont représentées. C'est ça, et c'est important. C'est cette mixité que vous voulez aussi impulser dans la politique de la ville. C'est très important justement. C'est cette mixité-là elle a tout son enjeu. Enfin, c'est vrai que on a tendance à dire oui, il y a des endroits où c'est communautaire. Ça, je ne veux pas. Enfin, je ne veux même pas qu'on le dise. Je veux même pas qu'on le pense, parce qu'effectivement, les événements qu'on mène, c'est vraiment, voilà, c'est cosmopolite. Et Exactement. Ça, c'est super. Et ça, c'est super. Merci Brahim, en tout cas, d'être passé par le plateau quelques instants ce matin. Et encore merci. Pour nous avoir accompagnés dans l'organisation vraiment un plaisir. De cette matinale. Un plaisir partagé, et vraiment, c'est hyper content et heureux. Alors là, vous allez sortir et je vais me retrouver avec un plateau 100% féminin. Exactement. C'était l'objectif de ce matin. On va démarrer avec Marie-Claude. Marie-Claude, on va rappeler que vous êtes élue adjointe au sport à la ville d'Alès et ancienne présidente d'Alès Cévennes Athlétisme de 2002 à 2014. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes l'une des premières femmes à avoir dirigé un club d'athlétisme en France ? Ben oui, parce que je crois qu'à cette époque-là, il faut pas oublier que l'athlétisme et généralement les clubs sportifs sont dirigés par des hommes. Ça reste un milieu très très masculin. Et les femmes ne sont acceptées à la limite que pour la mi-temps d'après, où il faut préparer un petit peu les repas et ce qui s'ensuit. Et j'ai vraiment été la première femme. Et comment vous femme. avez réussi à trouver votre place là-dedans ? Alors je vais vous dire, mon parcours a été très particulier. C'est-à-dire, je faisais déjà partie du bureau, mais là, pour vous donner, il fonctionnait entre 4 membres, on y était 9. Ça tournait entre 4 membres et une fois tous les trimestres, il se convoquait la totalité du groupe. Il se trouve qu'il y a eu quelques problèmes au sein du club, au sein du bureau. Et les membres très actifs, c'est-à-dire le secrétaire, le trésorier et ceux qui travaillaient énormément, ont voulu quitter, suite à ce qui s'est passé, ont voulu quitter le club. Il faut savoir que quand même, c'est un club de niveau national et international, puisqu'on a été au moins 10 fois champion de France de cross-country. On a participé à des Coupes d'Europe. Et d'ailleurs, le club y était encore il y a 2 semaines de ça. 400 enfants, parce qu'il y avait de la formation. Et je leur ai dit, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit, quand ça va pas bien, de partir comme ça et de laisser tomber toutes les personnes et tous les sportifs et tous les adhérents et ceux qui y sont. Et là, ils m'ont dit, ok, on n'arrête pas, une seule condition. Si on est élu, c'est toi qui seras la présidente.
Donc, je vous avouerai que je m'y attendais pas du tout parce que j'avais une activité professionnelle qui me prenait quand même pas mal de temps. 2 enfants, 2 filles. Et je me suis dit, non, on y va. On laisse pas tomber, on y va. Et c'est comme ça que j'ai été élue à une très grande Et est-ce majorité. que dans l'expérience que vous avez vécue à la présidence, est-ce que vous êtes confronté à des problématiques parce que vous étiez une femme? Alors oui, au début, et c'est surtout avec les athlètes dits de haut niveau, qui pour eux... Il y avait un a priori? Complètement. Je vais vous dire, il y en avait un, au demeurant très gentil, mais qui m'a pas adressé, enfin, chaque fois qu'il avait besoin de quelque chose, je passais toujours par mon mari qui était trésorier. Je suis quelqu'un de très patiente. Je compte beaucoup sur le contact et la relation qu'on peut avoir avec les autres. Et j'ai dit à mon mari, tu vois, je lui laisse un an. Mais dans un an, il va savoir qui commande. Et ça s'est parfaitement bien passé. Je peux vous assurer oui, mais que quelque part, dans ce que vous nous expliquez, on a le sentiment quand même que pour éviter de se confronter à ces problématiques, il faut quand même que les femmes aient une force de caractère et ne se laissent pas faire. Ah, mais je peux vous assurer que ça demande aux femmes d'avoir énormément de caractère, qu'elles s'investissent 2 fois plus que les hommes pour arriver à un résultat. Et c'est ça, c'est en ça qu'on voit que l'égalité n'y était pas beaucoup à cette époque-là, n'y est toujours pas aujourd'hui. Il faut pas rêver. C'est un peu mieux quand même. Oui, on a évolué, on a avancé. Il y a quand même des points très positifs, mais ne rêvons pas. En tant qu'adjointe au sport aujourd'hui à Alès, est-ce que vous avez dans votre démarche aussi la volonté de mettre en avant le sport féminin? On sait typiquement qu'il y a des disciplines comme le football. Alors c'est peut-être un peu moins le cas dans le handball, mais dans le football, dans le rugby, etc. Plutôt aujourd'hui une mise en avant des sections masculines. Aujourd'hui, il y a une mise en avant des sections féminines. Ne nous voilons pas la face. Nos fédérations et toutes les fédérations sportives aujourd'hui font que pour pouvoir aider des associations sportives, elles portent sur les enfants, sur la section féminine et ainsi que sur le sport santé. Donc voilà, il y a des sports qui sont plus propices à ça, comme le foot et le rugby. Après, le sport féminin dans les autres disciplines, il est présent et il est présent depuis longtemps, mais on ne le met pas forcément plus en avant mais ça existe depuis de très très nombreuses années. Oui, parce qu'en plus, on le voit, les dernières Coupes du Monde féminines, par exemple dans le football, ont fait de très très belles audiences à la télévision. Donc ce qui prouve qu'il y a un public et qu'il y a aujourd'hui une envie aussi, par exemple, de football féminin. Parce qu'il y a une autre... le sport, le foot féminin, moi je trouve ça très bien parce que c'est très technique, mais faut arrêter, ils jouent un peu les machos, un peu nos joueurs de foot. Donc voilà, c'est plus agréable de regarder pour moi aujourd'hui vraiment un match de foot féminin que masculin. Parce que je vois du jeu, elles ont gagné énormément en technique, ça fait beaucoup de progrès. Alors il y a le sport bien évidemment qui participe aussi à l'éducation de nos jeunes, il y a la culture, on va en parler bien évidemment ce matin, mais avec Corinne Folana qui est chef d'établissement au collège Villa Béchard et au lycée professionnel Pasteur à la Grande Combe. Voilà, l'éducation aujourd'hui de nos plus jeunes au collège, au lycée, mais ça passe aussi par les messages, par la prévention sur cette égalité homme-femme. Oui, c'est sûr que si je suis là en tant que chef d'établissement, c'est pas par hasard, hein. C'est que je crois justement à l'éducation. Je crois vraiment que l'école peut libérer ces femmes, peut les aider à grandir et surtout les aider à prendre confiance en elles. En fait, moi, si je suis là, c'est parce que quand j'étais enfant, j'ai rencontré des femmes comme ça, des femmes qui m'ont dit si tu veux être une femme indépendante et libre, il faut que tu ailles à l'école et que tu sois comme des hommes, c'est-à-dire que pas comme, parce qu'on n'est pas égaux, hein. Enfin on est égaux devant les droits, mais c'est vrai qu'on est des femmes et des hommes, mais que l'école participe inévitablement à l'émancipation. Voilà, l'émancipation, et c'est ce que je veux transmettre aux jeunes du collège et du lycée Pasteur et puis de tous les établissements aussi, de tous les élèves que j'ai rencontrés dans ma carrière. Voilà, donc pour moi c'était très important. Ce poste pour moi était un genre de rêve en fait, hein.
Est-ce que dans vos établissements, au collège, au lycée, vous avez des jeunes filles, des filles qui peuvent venir exprimer des difficultés parce que elles sont filles ou jeunes filles? Oui, bien sûr, ça nous arrive parce que alors ça c'est ça leur souvent lié à arrive. un contexte familial, à un contexte Alors, social. Je pense, voilà, c'est lié souvent à un contexte familial et social ou social. Mais moi, c'est le message que je leur donne toujours. Je leur dis, moi, je viens aussi, quand c'est social, je leur dis, moi, je suis une fille d'immigrés espagnols. Mon papa était maçon, ma maman était à la maison et quand on n'avait pas d'argent, femme de ménage. Mon père m'a toujours dit, il faut aller à l'école, quoi. On est 5 enfants, on est tous à l'école. Bien sûr, il y en a qui se sont arrêtés avant parce qu'ils avaient des passions, ils ont fait d'autres choses. Mais on nous a dit, mon père nous a dit ça, et je pense que l'éducation est très importante. Et moi, quand je rencontre des parents, c'est sur ça que j'insiste. Je leur dis, l'éducation des parents, donner confiance à l'enfant, dire à la jeune fille que l'école peut l'aider à s'émanciper, c'est le plus important. Et les jeunes, je leur raconte mon parcours. Je raconte toujours mon parcours aux jeunes. Parce qu'à la fois, aujourd'hui, il y a un vrai débat de l'école aujourd'hui, parce que souvent on dit c'est à l'école qu'on va éduquer les enfants, sauf que ça reste de l'instruction en réalité, et que l'éducation, ça doit se faire dans le foyer familial. Oui, l'éducation, le fait que l'enfant aussi se sente suivi, accompagné, valorisé par ses parents. Quand il ne l'est pas, c'est pas facile pour lui. Donc effectivement, parfois, l'école prend le relais. De plus en plus, l'école prend le relais. Nos collègues de l'école primaire, souvent, ils prennent le relais. Nous aussi, au collège. En lycée, après, c'est un petit peu plus facile. Mais nous avons quand même des enfants qui sont un peu livrés à eux-mêmes. Peut-être parce que les parents travaillent beaucoup. Peut-être parce que les mamans sont moins présentes aussi. Et que peut-être les papas ne prennent pas le relais. Je ne sais pas. Voilà. Est-ce que vous pensez en tout cas que, parce que c'est quand même ce qu'on entend aujourd'hui dans le débat national, qu'il y a une dégradation aujourd'hui de la relation dans le foyer familial et que les collèges, dans les lycées, il y a un besoin, une nécessité aujourd'hui d'accompagner beaucoup plus ces jeunes filles, ces filles à l'école? C'est un grand débat de société. Moi, je me permettrai pas de juger ce que font les parents parce que je pense qu'on fait tous ce qu'on peut quand on est parent. Et même si parfois je suis en colère après une maman ou un papa par rapport à un gamin qui va mal, je me dis que peut-être il a une raison. Voilà, derrière. Je me dis toujours qu'il y a une raison derrière. Parce que une personne qui a un enfant, il ne peut pas délibérément vouloir du mal à son enfant. Bien sûr. D'accord ? Donc en fait, je ne vais pas juger les parents, et ni juger ce qu'ils font. Ça, je ne peux pas. Mais par contre, moi, mon travail, avant tout, c'est d'aider ces enfants, ces jeunes à grandir, à prendre de la liberté, à se dire que une femme sans un mari, une femme sans un homme, elle peut vivre sa vie. Voilà. Et ça, l'école peut lui apprendre. Et c'est pour ça que j'ai voulu être directrice. Merci Corinne. On va passer à Agnès Pradin qui est avec nous. Elle est présidente des pharmacies Agnès Pradin depuis plus de 30 ans maintenant. 32 ans, c'est le chiffre qu'on m'a donné. 33 ans, pratiquement bientôt, 33 ans. Bientôt. On en est à 32 pour l'instant. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire dans le cadre de cette journée internationale des droits des femmes? Vous n'êtes pas ici ce matin à la Maison pour tous à Alès par hasard? Je pense que je suis une gâtée de la vie quelque part. Parce qu'en fait, j'ai jamais eu le sentiment qu'être une femme, ça pouvait être un problème dans ma vie. Puisque j'avais une grand-mère, j'avais une maman, un papa, un mari aujourd'hui, et j'ai jamais été traitée différemment du fait que je sois une femme. Donc aujourd'hui, c'est vrai que quand on vous donne le champ de tous les possibles, vous vous posez pas trop la question. Donc pendant longtemps, je me suis dit... finalement, je me suis même pas posé la question en fait. Et aujourd'hui, je pense qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, avec toutes ces femmes qui sont, blessées dans leur qualité de femme ou qui n'ont plus la liberté, etc., je me pose peut-être un peu plus de questions. Maintenant, c'est vrai que moi, j'ai une profession, je suis pharmacien, et c'est une profession où il n'y a pas de disparité, en fait. On parle souvent de l'égalité salariale, etc. Nous, on fonctionne avec des coefficients, qu'on soit une femme, qu'on soit un homme. C'est plutôt la qualité professionnelle et la compétence qui va faire les évolutions de carrière. Je suis dans un métier qui est à la fois très féminin,
Alors après, au niveau des femmes, on va dire chefs d'entreprise à la tête de grosses officines, il y en a beaucoup moins. Mais même au niveau, moi je suis au CODIR de mon groupement, etc. À aucun moment, voilà, j'ai eu le sentiment qu'être une femme pouvait être un souci pour moi. La seule fois où j'ai essayé de me rappeler, parce que je savais que je venais aujourd'hui, moi j'ai un père qui est fou de foot, et petite il m'a menée au foot. Et Au stade de Pibaro? oui, et Je suis obligé de j'aurais voulu citer, faire hein. Et j'aurais voulu faire On est du obligé de foot. citer l'OAC. Et en fait, il m'a dit, mais une fille, ça joue pas au foot. Voilà. Ah oui. C'est peut-être le seul truc où voilà. On en parlait, Alors que Marie-Claude, il y a un maintenant- instant, Alors hein. que maintenant, c'est devenu, voilà. Ah, c'est devenu la norme. Voilà. En tout Donc cas. moi, voilà. Donc si je peux témoigner que oui, aujourd'hui, il faut se battre pour que toutes les femmes aient les libertés. Et qu'aujourd'hui, oui, on peut être une femme libre, on peut être une femme indépendante, avoir une vie familiale, etc., mais que tout est possible. Vous avez raison de le dire parce que c'est la journée internationale des droits des femmes. Donc c'est effectivement ce matin l'occasion bien évidemment de penser à toutes ces femmes qui souffrent dans le monde et malheureusement dans de nombreux pays. Moi, je voudrais quand même qu'on parle en France d'un phénomène qui est extrêmement inquiétant. Alors probablement que la parole des femmes se libère, mais il reste quand même une problématique. Et en pharmacie, aujourd'hui, c'est probablement un vrai sujet, puisque c'est des violences faites aux femmes. Il y a des dispositifs qui existent à Nîmes, ils existent également à Alès, souvent en partenariat, les forces de police avec les officines, parce que il y a la possibilité aujourd'hui d'accompagner aussi ces femmes quand elles viennent en pharmacie pour chercher des médicaments pour leurs enfants, pour elles, de pouvoir exprimer qu'à la maison ça va pas du tout. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours un dialogue qui est ouvert. Aujourd'hui, en pharmacie, on a des patients et des clients. C'est vrai que notre métier a énormément évolué, qu'aujourd'hui, par rapport à cette désertification médicale, on fait de plus en plus de choses et on se retrouve avec un contact qui peut être beaucoup plus, je vous dis, la relation patient. Et c'est vrai que des femmes peuvent se confier, des femmes peuvent nous alerter, ou nous, on peut voir éventuellement, par l'observation, par le comportement de la personne, c'est ce que j'allais se vous rendre dire. compte. Parce que souvent, en plus, c'est des habitués. Voilà, qui se Donc passe vous quelque connaissez chose, bien voilà. votre clientèle. Voilà, qu'il se passe quelque chose de difficile, mais c'est quand même toujours très très difficile parce qu'on sait qu'en général, les femmes se masquent et cachent, font en sorte qu'on ne s'en rende pas compte. Donc elles protègent leur bourreau voilà, souvent. Voilà. Mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, la relation fait que les femmes savent qu'elles peuvent... Et de par votre expérience, est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas que les officines aujourd'hui qui sont présentes sur tous les territoires, y compris les territoires ruraux, peuvent être une espèce de maillage qui pourrait accompagner dans ce phénomène-là des violences faites aux femmes? Oui, moi, de toute façon, je pense que le rôle du pharmacien, il est pluriel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'a vu pendant le Covid, le pharmacien a toujours été présent, quelle que soit la typologie d'officine d'ailleurs. Les pharmacies sont restées ouvertes, elles étaient ouvertes. Administrer des vaccins. Voilà, et on a su répondre à chaque demande. Et je pense qu'aujourd'hui, sur ces problèmes de violence, aujourd'hui, on va se retrouver où on peut faire des bilans de médication, c'est-à-dire créer une relation où on est ensemble dans un bureau et où, à mon avis, la parole sera beaucoup plus facile pour les femmes de faire comprendre ou à nous de comprendre aussi par cette relation de proximité qui a un souci. Et oui, Soraya, je vous laisse prendre le micro parce que vous êtes élue depuis maintenant de nombreuses années en charge de la politique de la ville ici à Alès. Mais cette question, elle est primordiale. Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus un service public qui disparaît et qu'il y a une nécessité effectivement de quand même garder le contact avec la population. Et c'est presque ce travail-là que vous faites au quotidien. Ici à la Maison pour tous, mais au-delà. Tout à fait, au quotidien. Effectivement, c'est très bien de le soulever, ça, Abdel. La problématique, c'est, enfin, aujourd'hui, je vais dire que si on n'est pas sur le terrain, on ne voit pas justement toutes ces problématiques-là, parce qu'on les rencontre nous aussi. Enfin, moi, en tant qu'élu, c'est vrai que quand il y a des problèmes, effectivement, des fois de logement, de travail, de violence, il y a un mais quand la maman ou quand l'épouse veut quitter le foyer familial parce qu'il y a de la violence, il faut un logement, surtout s'il y a des enfants. Exactement. Et là, effectivement, on doit être tous sur le terrain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'effectivement on soit présent, qu'on entende, qu'on écoute, qu'on réagisse rapidement, parce que hélas, des fois, c'est vrai que quand on a des instituts à l'extérieur, ça met du temps, il faut faire action-réaction aujourd'hui. Il faut vraiment réagir très très vite. Et alors, ce qui est marrant, c'est que on met en place beaucoup de choses, mais en même temps, il y a une lenteur. Il faudrait qu'on aille plus vite.
plus vite. C'est bien beau de mettre plein de trucs en action, mais il faut aller plus vite, beaucoup plus vite. Et Soraya, en plus, avant de faire de la politique, en fait, vous avez eu aussi une autre vie, une vie de commerçante, de boulangère, ici dans ce quartier. En plein cœur de quartier. Et là aussi, c'était la rencontre au quotidien, magnifique. tout au long de la journée avec les habitants. C'est ça. Même Max Roustan, je crois que vous avez une anecdote que vous allez nous raconter dans quelques instants. Mais d'abord, ce rapport-là que vous aviez avec les habitants du quartier. Alors, pour être honnête, Abdel, c'est dans mon tempérament. Cette relation que j'ai avec mes clients à l'époque, je vais dire avec les habitants surtout, elle était simple. Hein. Elle reste humaine, elle reste, voilà, on est commerçant, en même temps on est à l'écoute, donc on entend effectivement encore une fois toutes les histoires, puisque dans une boulangerie on a toutes les histoires qu'on peut. Et puis c'est vrai que bon, ça a été une très très bonne relation, hein, ça s'est très très bien passé, j'ai jamais eu de soucis, et c'est vrai que j'étais en plein cœur de quartier, donc on dit souvent oui, mettre commerçant dans un quartier, ça peut, non, au contraire, j'ai été respecté, ça se passait très très bien, et justement cette rencontre que j'ai eue avec Max Roustan est assez oui, parce qu'il est venu dans votre boulangerie. Est-ce qu'il était venu chercher du pain? Non, il commençait sa campagne. Oui, d'accord. Il est venu vous rencontrer en tout cas. C'est ça, donc il allait rencontrer un peu tous les commerçants des quartiers. Et qu'est-ce qu'il vous a dit la première fois qu'il vous a rencontré? Ben non, tout simplement quand il est rentré, on s'est salué. Je lui ai proposé de boire un café. Je lui ai mis un petit croissant aussi. Il était avec ses collaborateurs, bien sûr. Hein. Donc on a papoté. Justement, il regardait un peu la situation des quartiers. Il m'expliquait ce qu'il avait envie de faire, justement le changement qu'il voulait apporter dans ces quartiers. Et voilà, on a passé presque une bonne heure ensemble, à rire, à partager plein de choses, à parler sérieusement, mais à rire aussi. C'est Max Roustan, ça. Et donc, il m'avait laissé des prospectus en me disant, voilà, est-ce que ça vous dérange? Bien sûr, il m'a demandé, est-ce que ça vous dérange? Bon, ben, j'ai dit non, pas du tout, bien au contraire, je l'ai trouvé tellement sympathique. Je me suis dit, ce mec, franchement, bien simple. Mais vous aviez déjà le goût un peu de la politique qui venait de votre maman. Tout à fait. Déjà petite, puisque j'avais notre maman qui, quand il y avait l'heure, le programme... La grande messe du 20h, c'est ça, le journal. C'est ça, donc on devait se taire. Taisez-vous, plus de bruit. Donc on était là, il fallait regarder les informations. C'était vraiment cérémonial, hein, il fallait pas de bruit. Et j'ai été attentive comme elle, puisque en grandissant, j'ai eu mes enfants moi-même. Et j'ai fait pareil, à 20h, je les mettais au lit, je leur disais, écoutez, prenez un livre, vous lisez, moi je vais voir mes infos. Et est venu de là, effectivement, l'envie politique. Ce goût de la politique. Oui. Et en tant que femme, Soraya, est-ce que c'est dur de faire de la politique? Ou encore une fois, comme le disait tout à l'heure Marie-Claude, c'est aussi quand même une question de tempérament? Alors, c'est dur, mais il faut effectivement... En tant que femme, est-ce que c'est difficile? Est-ce que les hommes veulent toujours les premières places? Et quand on voit, Abdel, que on a commencé à faire l'égalité homme-femme en politique dans les années 2000, je crois, c'est pas vieux. 90, 2000. Le droit des votes pour les femmes, on va rappeler quand même que c'était en 1944 et puis le premier vote en 46. C'est ça. Donc, et puis voilà, on voit que c'est récent. C'est pas vieux, c'était hier. Est-ce que vous avez le sentiment peut-être que dans votre démarche politique, alors peut-être pas aujourd'hui parce que vous faites ça depuis plusieurs décennies et que les gens vous connaissent parfaitement sur Alès, mais est-ce qu'au début, parce que vous étiez une femme, forcément vous n'étiez pas crédible? Mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Parce qu'on est justement une femme, on n'est pas crédible. Alors que c'est ridicule. En politique, il faut des femmes. Parce qu'on a, je vais pas dire que les hommes n'ont pas de... il faut une sensibilité féminine, c'est ce que vous essayez de dire. C'est ça, exactement. On a une grosse sensibilité féminine que les hommes n'ont pas. Désolé, il faut que je le dise. C'est la journée de la femme, donc on en profite. Mais oui, on a cette sensibilité. Il y a peut-être des hommes qui l'ont, mais c'est vrai que la femme, c'est plus profond. Parce qu'il y a des enfants, parce qu'on a aussi tout ça qui fait que... la fameuse charge mentale aussi. On va en parler dans quelques instants avec d'autres invités autour de la table. Après, mais cette question-là... Après, c'est dur. Elle est réelle. Femme en politique, c'est pas facile. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est mieux parce que on tire un peu on écarte un peu les coudes et puis on dit non, attends, doucement, je sais faire, je peux faire, etc. Mais ça reste quand même encore un combat.
Ça reste quand même un combat. Yamina Tahar Chaouch qui est avec nous ce matin, responsable de l'association Ouverture. On va parler de cette exposition, mais je crois qu'elle veut rebondir à ce que vous avez dit, Soraya. Allez-y, Yamina. Et en fait, je pense qu'en politique, ça freine plus que dans les autres domaines, parce que les hommes ont peur. Ont peur que les femmes puissent faire valoir leurs droits. Parce qu'en devoir, on est égaux. Tous. Il n'y a pas de problème, on est égaux. Par contre, en droit, il y a encore du chemin à faire. Et en politique, encore plus. Moi, je me souviens, en plus, c'est un truc complètement ridicule, mais qui dénote quand même la mentalité ici en France. La robe de Cécile Duflot à l'Assemblée nationale. Non, mais c'est un truc de dingue quand même. Bon, après, c'était un protocole. Non. Non. Je pense qu'on peut être femme, s'exprimer, parce que on est sensible aux couleurs, nous autres femmes, moi-même, bon, même si l'exposition est en noir et blanc. Après l'Assemblée nationale, probablement que quand même, il y a des règles à respecter, et que au-delà de la tenue, il y a aussi un comportement à avoir. Regardez, cette semaine, il y a un député qui a voulu donner des documents au ministre de la Justice. Cécile Duflot, ça remonte et quand les même. huissiers sont venus tout de suite, parce que ça ne se fait pas, c'est pas d'usage. Non, mais à l'époque, l'Assemblée nationale, c'était pas le théâtre qu'on a aujourd'hui. Au moment où on a fait la remarque à Cécile Duflot, au moment où on a fait la remarque à Madame, comment elle s'appelle, socialiste qui voulait se présenter aux élections. Ségolène Royal. Ségolène Royal. Mais qui va garder les enfants? Est-ce que ça... Je pense qu'aujourd'hui, on ne le dirait plus. Peut-être un petit peu plus bas, mais encore. Ou alors on l'enroberait. Ouais. On l'enroberait plutôt. Vous êtes assez d'accord? Yamina? Non, mais tout à fait. Vous pensez que des réflexions sexistes existent encore aujourd'hui? Mais je vais même plus loin. Il y a aussi des réflexions par rapport aux origines. On a beau répéter, ça aussi, c'est une grosse problématique. Moi, je me souviens que à l'époque, on m'avait donné une délégation intégration. C'est un mot qui m'avait alors révolté, qui m'a choqué, parce que je me suis dit, intégration de quoi? On est né ici. Intégré sur quoi? Comment faire, quoi? Voilà. Donc on a encore du chemin sur certaines choses. Du chemin à parcourir. Yamina, on parle de vos activités ici à la Maison pour tous. D'abord, parlez-moi de cette exposition qui est tout autour de nous. Pourquoi vous avez eu cette idée-là? Qu'est-ce que vous avez voulu mettre en avant? Alors l'idée n'est pas de moi principalement, parce que moi, je me lève pas tous les matins en me disant je suis une femme. C'est vrai. Voilà. J'y passe. Non. Et on en a parlé avec Brahim qui a proposé, et je lui ai dit ah ouais, c'est super. Donc du coup, je me suis penchée sur des recherches, et c'est là que, en fait, ce que je voulais, parce que moi j'ai un pied dans chaque culture. J'ai une culture arabo-musulmane qui m'apporte une certaine sensibilité, et je suis née ici et j'ai grandi ici, et vous avez baigné de la culture française. Exactement, parce que je pense en français. Donc du coup, voilà. Et j'ai fait ces recherches, et je voulais quand même qu'on ne limite pas à Simone Veil, qui est connue déjà. La preuve, elle a été panthéonisée 1 an après son décès. Chose qui n'a pas été accordée à Marie Curie, qui, elle, 61 ans après. C'est quand même si c'est symbolique, c'est parlant quand même. Parce que quand on sait qu'il y a 75 hommes au Panthéon et seulement 5 femmes, et très récemment en plus, dont 2 résistantes qui ont été... Parce qu'il y avait la loi de la parité et que M. Hollande a voulu respecter cette parité. Donc, il a mis 2 hommes, mais il a été assez prudent. Il a mis, je vais mettre 2 femmes aussi. Donc, c'est un peu dommage. Si je peux me permettre, si vous voulez bien prendre le micro, Soraya. On voit aussi au niveau des rues. On voit qu'elles sont plus masculines que féminines. Oui, c'est ça, mais c'est justement ça. C'est ça. Etc. Donc là, encore une fois, effectivement, on a 80% de noms de rues masculines et féminines. Oui, il y a encore le poids de l'histoire. L'histoire dirigée par des hommes. Oui. Et du coup, voilà, en voulant... Parlez-moi des personnalités que vous avez décidé. Est-ce que c'est vous qui avez choisi ces personnalités? Oui, je les ai choisies parce que je voulais Alors dites-nous pourquoi vous les avez choisies. Alors j'ai choisi parce que je voulais démontrer que des femmes du monde entier, de toute manière, ont mené des combats. Que les femmes... de ce côté-là, il faut...
barrer les nationalités, barrer les cultures, parce que toutes ont eu affaire à des défis selon leur culture et selon leur lieu d'origine, selon même leur milieu social. Parce qu'il y en a certaines qui ont eu la chance d'être quand même dans des milieux assez éduqués, mais d'autres pas. Et elles ont mené le même combat. Donc je voulais montrer que ça soit la science, l'art, le sport, le cinéma. Et pourtant, l'art, on pourrait penser que dans l'art, les gens sont beaucoup plus évolués que dans le reste de la société. Ben non, c'est encore pire. C'est encore pire. Et que toutes ces femmes-là ont mené des combats. Et même dans des pays où on est en train de dire comme ça, mais ça, c'est une tactique. Moi, pour moi... Cette exposition, en tout cas, elle est visible plusieurs jours, uniquement aujourd'hui ? Plusieurs jours. Voilà. Donc on peut venir Madame la a voir. répondu. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques personnalités Alors, qui sont affichées ? Vous avez derrière vous Alice Miala, puisqu'on va être aux Jeux Olympiques. Donc bravo à Madame Miala, parce qu'elle a bataillé quand même pour pouvoir imposer le sport féminin au sein des JO. Et encore, c'était que l'athlétisme au départ. Et oui, parce que Monsieur de Goubertin... c'est vrai que ça fait pas ce truc, mais quand il dit que les femmes sont là que pour aller porter des lauriers aux vainqueurs, ça coince. Moi, c'est là, c'est justement quand j'ai fait des recherches pour cette exposition que je me suis aperçue qu'il y a beaucoup de choses. En fait, je pensais comme un homme. Ouais. On m'avait... oui, on m'a robotisé. Quelque part, on m'a mis le culte de Monsieur de Goubertin dans la tête, alors qu'en fait, en tant que femme, je me dis, mais arrête ton char, Bénure. C'est quoi cette mentalité ? Yamina, est-ce que ça a évolué quand même les choses ? Je pense Est-ce qu'aujourd'hui il y a un peu plus d'égalité ? Est-ce que vous avez le sentiment quand même que la place de la femme aujourd'hui dans la société française aujourd'hui est davantage mise à l'honneur ? Alors je pense que quand on aura plus ce genre de journée, ça sera gagné. Ouais, parce qu'on parle plus de train qui arrive à l'heure. Donc il y a encore du travail. Courage, mesdames. On parle quand même, Yamina, des actions. Yamina, on parle des actions que vous menez ici, autour de la photo. Quels sont les publics que vous visez ? Et quelle est finalement la volonté qui est la vôtre, le sens que vous voulez donner aux actions que vous menez autour de la photo ? Alors moi, la photographie a changé ma vie. Donc, du coup, j'ai envie de transmettre ça. Et c'était l'opportunité, quand on a créé l'association, de partager cette passion. J'ai envie de partager ça avec tout le monde. Mais en fait, et puis au départ, c'était le projet initial était de valoriser les actions qui étaient faites dans le cadre de la politique de la ville. Mais dans mon esprit, c'était de démontrer que toutes les populations, qu'on soit dans un quartier, dans un village ou dans une grande ville, tout le monde aspirait à la même chose. Et c'était et par le biais de la photographie, on voit bien tous les individus, finalement, après, on les humanise tous. Qu'on soit un paysan de la Creuse, qu'on soit un jeune de quartier, une maman de quartier, comme on dit, parce que maintenant ça colle, j'aime pas trop dire de quartier, parce que il y a des beaux quartiers aussi, hein, mais ceux-là, on les montre pas du doigt, ils sont pas mis au bout de l'index. Et pourtant, moi qui ai passé 30 ans sur Paris, on avait le quartier du 16e arrondissement, du 15e, mais ce sont les beaux quartiers. Pas des quartiers populaires. C'est un beau quartier ici. Oui. C'est un très beau quartier ici. Oui, moi j'en suis convaincue puisque j'y reste. Mais c'est la perception et l'image, surtout l'image qu'on nous renvoie. Ouais. On nous dit quartier comme c'est quelque chose, moi que je ressens de très péjoratif. Voilà. Donc du coup, et puis après, là c'est bien. Restituer ces images-là, humaniser ces personnes. Et puis, pour moi, c'est un arrêt sur le temps. Parce que mon œil n'a pas le temps de tout
de voir, mais après, il faut que moi, je le dise. Donc, j'ai ce temps-là devant, quand je traite les photos, il y a des trucs que mon œil, lui, n'a pas saisi, mais que mon appareil photo, lui, a saisi. Et là, commence une seconde vie avec la photographie. Exactement. Ouais, et ça, c'est un Merci, truc Yamina. génial. Je vous en prie. Et merci d'avoir été là ce matin. On était ravis. Ah, mais avec plaisir de me donner la parole. C'est vrai que je suis une grande bavarde, tellement il y a de choses à dire. Et... Bon, mais je vous ferai venir à Nîmes quand même. Vous viendrez dans mon émission à Nîmes. Est-ce que c'est trop loin, Nîmes, déjà, pour vous? Non, comme on dit, Inch'Allah. Anissa Cordiani est également avec nous. Alors, Anissa Cordiani, elle est élue conseillère municipale à la Grand Combe, si je me trompe pas, en charge notamment du centre social municipal, mais elle est aussi chef d'entreprise, commerçante, puisque vous avez une boutique qui s'appelle l'Armoire Bohème. C'est bien ça. C'est bien Vous ça? avez bien retenu. J'ai bien noté Oui. sur ma fiche, j'ai pas fait d'erreur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous, Anissa, de votre expérience? Vous êtes plutôt jeune, vous vous êtes lancée en politique. Pourquoi vous vous êtes lancée en politique? Et est-ce qu'en tant que femme, mère de famille, je crois que vous avez quelques enfants, est-ce que c'est compliqué au quotidien? Oui. Alors, on va parler de la charge mentale. J'ai l'impression que c'est mon second prénom. Mais alors, je vais déjà vous expliquer comment je suis arrivée là. Donc, j'ai eu une première partie de ma vie d'adulte qui a été, somme toute, banale. J'ai travaillé, j'étais vendeuse à l'époque. Donc, vous avez toujours vécu sur la Grande Combe? Alès. Sur le territoire alésien. Oui. Et du coup, j'ai passé beaucoup de temps au travail et je m'épanouissais là-dedans. Ensuite, j'ai eu une seconde partie de ma vie qui a été ma vie de maman. Et donc, du coup, j'ai eu 3 enfants et je me suis consacrée à eux pendant quelques années et surtout à leur petite enfance. Et au moment où ils étaient tous rentrés à l'école, je m'y plaisais, enfin, je me plaisais toujours dans mon rôle de maman, mais j'avais besoin de plus, donc j'ai repris le travail et tout le reste. Et ma vie sociale en tant que femme. Bon, il faut avoir du courage quand même pour ouvrir sa boutique, pour... Du courage, non, pas tant que ça. Je pense pas qu'à un homme, vous lui diriez qu'il faut du courage pour travailler. Ouais, ça y est. J'étais sûr que le premier tacle allait arriver. Il est là, en effet. C'est le réflexe masculin. Non, vous avez raison, Anissa. Il n'y a pas besoin de courage pour... Donc, du coup, voilà. D'abord, je me suis lancée dans la vie... entre guillemets politique et au sens noble du terme parce que c'est la vie de la cité et c'était vraiment j'avais envie d'agir pour les autres mais je savais pas par quoi commencer ni quoi faire, donc je me suis engagée au niveau associatif sportif, au niveau des clubs de foot de mes enfants et au niveau du club de boxe où mon mari est président, donc du coup je suis trésorière et du coup voilà, ça a commencé comme ça. Et finalement, on m'a proposé d'être sur une liste et je pense que la parité qu'on a dans les conseils municipaux m'a permis d'être conseillère municipale et que s'il n'y avait pas cette parité, je ne pense pas que j'y serais arrivée. Enfin, que je... Ah oui, très clairement. Oui, c'est la loi qui a changé les choses. Je pense. Après, c'est ce qu'on en fait nous et voilà. Et j'ai décidé je préfère, comme on dit, surprendre que décevoir. Donc, quand j'ai été dans ce rôle, je m'y suis donnée à fond et j'ai essayé de faire le maximum que je pouvais, toujours en jamais perdant l'objectif d'agir pour les autres. Et voilà, de pas me faire polluer par la vie politique et les enjeux politiques. J'essaie de toujours être focus sur mon objectif. Et parfois, c'est pas facile. On a des périodes de doute parce que voilà, justement, on se heurte à des luttes politiques à petite échelle parce que c'est une ville de 5000 habitants. Et je ne croyais pas rencontrer ces problématiques-là. Je pensais vraiment qu'à cette échelle-là, j'étais naïve. Et du coup, voilà. Mais voilà. Donc, du coup, dans nos actions, parfois, ça nous bloque. C'est frustrant. Mais bon, je choisis de continuer. Ouais, bon, et cette charge mentale, alors? Ah, cette charge mentale. Et il faut en parler avec votre mari. Il faut qu'il prenne le relais. Croyez-moi, on en parle souvent. Je ne lâche jamais à tous les niveaux. Mais le fait est, c'est que notre condition de femme a évolué. Pourtant, quand même, on a l'impression que les hommes aujourd'hui sont beaucoup plus investis dans le foyer familial. On a des hommes qui vont chercher les enfants à l'école, on a des hommes qui font les courses, font le ménage, etc. Oui, plus investis, oui, ça évolue. Mais l'intendance propre d'un foyer, je pense qu'il est dans la majorité des cas féminin.
Et il faut être femme pour s'en rendre compte, parce que... Brahim, il n'est pas d'accord, hein, oui, en coulisses. je sais. On demandera à sa femme si elle est du même avis. Mais vous le partagez toutes autour de la table. Vous avez le sentiment quand même que quand on est maman, en plus, on a cette charge mentale que les hommes ont du mal à percevoir. Oui. Anissa, allez-y. Oui, il faut le vivre pour le savoir et pour le croire. C'est-à-dire que les hommes ont l'impression de s'investir, mais c'est jamais à l'échelle de la femme, vous voyez ? Et donc, voilà. Oui. C'est ça. Et comme on disait avec et souvent, ce qu'on entend, Madame Alba-Leguijo tout à l'heure, c'est les femmes qui disent, finalement, les hommes ont tendance à dire, j'aide en fait. ma femme. Je donne un coup de main à ma femme comme si elle était dévolue à ses tâches. C'est ça. Donc déjà, là, c'est une erreur. Tant qu'on dira je t'aide ou je te garde les enfants, parce que je te garde les enfants. C'est peut-être pas les siens. Non, c'est dans le cas où on les a en commun. Ça arrive aussi. Donc du coup, c'est des petites phrases, mais qui sont caractéristiques et qui révélatrices. Un dernier mot, dans le centre social municipal à la Grande Combe, comment ça se passe ? Est-ce que c'est compliqué quand on dirige ce centre social et qu'on est une femme et qu'on peut avoir un public féminin qui peut venir au contact, qui n'est pas d'accord toujours avec les décisions que vous prenez ? Oui, c'est difficile, oui et non. C'est pas le public qui est difficile. S'il est là, c'est qu'il a envie d'être là quand même, le public. C'est une démarche qu'ils ont fait. Alors, on va vers eux, mais il y a une démarche de eux vers nous. Donc du coup, c'est difficile. Il y a des problématiques et il y a des choses à régler, mais c'est pas le plus difficile. Ce qui est difficile, c'est parfois de se heurter aux administrations, parce que dans des dossiers, ça bloque. On a envie que ça aille vite, et l'administration nous bloque. Oui, mais pas parce que vous êtes une femme. Non, ça c'est général à tout le monde. Moi, j'ai choisi déjà que c'était un non-problème d'être une femme. Mais on touche des femmes. Mais voilà, c'est pas parce que... Mais on Soraya. touche quand même des femmes, un public femme où il y a beaucoup de difficultés. Donc, si tu veux, on n'arrange pas la problématique de ces gens-là. Oui. Je te rejoins, Anissa. Oui. Fabienne Fagedouin, on vous laisse prendre le micro. Vous êtes élue également à Alès, en charge des seniors, en charge du pôle culturel, et du club senior. Est-ce que c'est bien ça ? Et des clubs seniors, oui. Et des clubs seniors. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, Fabienne, à la fois de votre expérience en tant qu'élue, mais sur les publics aussi que vous rencontrez, et sur les seniors, est-ce que les femmes aujourd'hui, nos aînés, vous parlent des conditions de leur vie aussi en tant que femmes ? Alors, déjà sur mon arrivée pour rejoindre Max Rostand, je suis comme Anissa, c'est que je pense que c'est la parité. Donc cette loi a quand même eu du positif, même si je pense que quand même c'était un petit peu fait, je sais pas, c'est... Il n'y aurait pas eu cette loi, peut-être que vous n'auriez pas été élu ? Je suis sûre. D'accord. Moi j'ai... C'est bien, vous êtes honnête. Je suis l'ancienne, enfin je suis voilà. Depuis plus longtemps que mes collègues sur cette mais liste. oui. C'est vrai qu'il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes à l'époque. Moi je suis venue parce que je suis ça fait 40 ans que je suis engagée dans le tissu associatif de la ville. Donc j'étais à 20 ans à la Jeune Chambre économique avec Max Romanet. Enfin voilà, j'ai une évolution associative. Je suis issue du commerce, j'ai des parents qui étaient commerçants, un papa qui avait une très très forte personnalité, mais malgré tout, il était un peu macho, mais quand même, il nous a appris l'indépendance et a marqué notre rôle de femme. Par ailleurs, il était l'époux d'une dame, de maman qui est issue et qui a essayé de mettre sa patte sur une forme de matriarcat bien... Elle ne se laissait pas faire. Elle avait du caractère. Non, il y avait du caractère. Il nous fallait avoir du caractère. Et puis, lui, tous les deux nous ont appris, mes sœurs et moi, il faut travailler, il faut que tu aies toujours ton indépendance. Il faut que jamais tu dépendes d'un homme. Il y avait l'histoire familiale des deux côtés qui marquait qu'il fallait que, en tant que femme, il fallait que... En tout cas, ce qu'on entend ce matin, Fabienne, je vais vous redonner la parole, mais ce qu'on entend de toutes ce matin, en tout cas ce que j'entends, c'est que finalement, la place qu'on vous donne pas, il faut avoir du caractère pour aller la chercher. Tout à fait. En réalité. Tout à fait. Alors, il y a la loi, bien évidemment, qui est venue... voilà, mais il y a... mettre les choses normalement, mais il y a quand même cette volonté, cette nécessité d'une personnalité forte, d'un caractère pour s'imposer et la prendre la place que les hommes ne veulent pas donner toujours.
Tout à fait, Abdel. Et puis, on en revient à l'éducation. Nous, à la maison, ben voilà, tu es une femme, tu apprends à te débrouiller, voilà. Et ça, c'est important. Et malheureusement, actuellement, c'est vrai que ça ne doit pas se passer qu'au sein des écoles primaires, des collèges et des lycées. Il faut qu'à la maison, la maman, il faut aller les aider, il faut peut-être revoir, réfléchir. C'est notre rôle aussi d'élu. C'est ce que j'allais dire. Autant la maison pour tous aussi peut aider à accompagner la maison pour sur tous, les Soraya, bonnes pratiques à la maison, dans etc. les clubs sportifs à travers Marie-Claude. Moi, à travers les clubs seniors, j'ai beaucoup de dames qui sont d'une génération où vraiment elles avaient, c'était la femme à la maison. Moi, j'ai beaucoup au sein de mes clubs on a C'est pour ça que je vous posais la question. On a 12 clubs seniors. Donc on a beaucoup de dames parce qu'il y a beaucoup plus de veuves malheureusement que de veufs, mais quand on discute avec elles, elles ont une pension de réversion ou elles ont une petite retraite parce qu'elles ont très peu travaillé et qu'après elles étaient à la maison. Bien sûr. Voilà. Et puis souvent, quand il y avait un commerce, souvent la femme aidait le mari et elle n'avait aucune rémunération et donc non, même pas elle ne cotisait pas. Même pas conjoint collaborateur, en fait, c'est les années 80, un conjoint collaborateur, hein, c'est très récent. Une quarantaine d'années, c'est rien du tout sur l'histoire de la femme. Donc, je reviens aussi sur le droit de vote, quoi. C'est la deuxième. Enfin, voilà, ça fait 70 ans, même pas 80. Enfin, voilà, c'est Vous rencontrez beaucoup de seniors, beaucoup d'aînés. Fabienne, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a de plus en plus de précarisation chez nos retraités ? Oui, et surtout chez les femmes. Là, on n'a pas évolué. Là, on en a encore pour quelques belles décennies, malheureusement, de la journée des droits de la femme au niveau international. Parce que même en France, une femme qui n'a pas travaillé, donc qui d'elle-même n'a pas grand-chose, et qui se retrouve avec une pension de réversion s'il n'y a eu qu'un enfant ou deux, parce qu'il y avait des femmes qui restaient au foyer avec un enfant ou deux. Donc, elles ont très peu de pension de réversion. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Et c'est vrai que nous, on est sur une collectivité où on peut remercier autant Max Roustan que Christophe Rivinck maintenant, parce que ils maintiennent, si vous voulez, des possibilités au niveau social pour nos femmes seniors et nos hommes, enfin les seniors en général, mais surtout les femmes. Elles peuvent aller notamment dans les clubs pour rien du tout, quoi. Elles ont de la gym. On a plusieurs clubs seniors où il y a de la gym. C'est mis à disposition par la ville d'Alès. Mais ça participe aussi à lutter contre l'isolement. Et aussi ça tout de à ces fait. personnes âgées. Elles peuvent sortir 2-3 fois par semaine au moins. Et puis j'en ai quelques-unes qui font le tour des clubs. Elles peuvent, hein. C'est 10 € l'année. Donc elles font de la gym, elles jouent aux cartes, elles font des lotos, elles font des sorties une fois par mois avec le soutien de la collectivité. Enfin voilà, c'est au niveau social, c'est primordial. Hein. Ça c'est important pour les femmes aussi. Hein. Merci Fabienne. Et puis on va terminer dans quelques instants. Alors je crois qu'il y a Shengoul Beku qui doit venir dans l'émission. Elle vient d'arriver, on va la recevoir dans quelques instants. Mais pour l'instant, on va dire un mot, bien évidemment, avec Radio Grille Ouverte, puisque Jessica Piver, avec sa collaboratrice, je crois, animé ce matin une émission de 9h à 10h. Juste avant nous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aussi, Jessica, de votre parcours en tant que femme journaliste et dans vos activités à Radio Grille Ouverte ? Alors moi j'ai envie de dire, je crois que je suis peut-être la plus jeune ici autour, voilà, j'ai 25 ans, donc c'est vrai qu'on entend souvent le fait que oui, par rapport à avant, c'était mieux, enfin c'est mieux aujourd'hui plutôt au niveau des droits des femmes, etc. Mais moi j'ai envie de dire, c'est surtout le monde d'aujourd'hui que je connais Bien sûr. Avec l'âge que j'ai, et je vis encore dans un monde où je me fais harceler dans la rue, je vis encore dans un monde où il y a une majorité de femmes dans mon entourage qui se sont déjà faites agresser. Voilà. Je vis encore dans un monde où il y a quand même encore beaucoup d'inégalités salariales, etc. Donc j'ai envie de dire, le jour de la journée internationale des droits des femmes, ce que j'ai envie d'entendre, c'est pas forcément que c'est mieux qu'avant, mais c'est surtout que on a encore des progrès à faire et que on fait des choses comme ce qui se passe aujourd'hui dans cette journée, ce débat qu'on a pour en fait encore améliorer le droit, la vie finalement des femmes. Même si on a le sentiment que ces dernières années quand même la parole se libère avec le phénomène MeToo en particulier. Aujourd'hui les femmes elles n'ont plus peur de dénoncer les prédateurs et on le voit notamment dans le monde du cinéma.
Donc la société évolue quand même, parce que aujourd'hui, ce qui était tabou hier, ce qu'on n'osait pas dire, aujourd'hui on l'exprime sans avoir l'inquiétude, bien évidemment, de se retrouver comme l'actrice qui s'est exprimée au César et qui finalement derrière se dit mais est-ce que on va me redonner un rôle au cinéma ? C'est-à-dire après avoir dénoncé, ce qu'il faut espérer, c'est que ce soit le cas, bien évidemment. Oui, je pense qu'il y a encore de l'inquiétude quand on s'exprime par rapport à ce genre de choses quand on est une femme, parce que... Mais je crois que oui, Soraya. Soraya. Je veux juste dire une chose, parce que je te rejoins, ma petite. Comme tu dis, c'est la plus jeune. Je vais vous donner la parole. Alors c'est marrant parce que moi j'avais ma maman qui me disait j'envie pas votre époque. Aujourd'hui, je peux dire j'envie pas leur époque. C'est marrant, donc quelque part, elles étaient pas bien, nos parents n'étaient pas bien à l'époque, puisque effectivement il y avait la misère, il y avait plein de choses il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, on voit cette époque, pour cette jeunesse-là, on s'inquiète aussi. Donc, où trouver le juste milieu, le bon milieu. Et encore, je redis, il y a encore beaucoup de choses à faire. Non, mais c'est vrai que la parole se libère, c'est une très bonne chose. Très bien. Parce que ça a toujours existé, mais c'était caché. Là, elles osent, après MeToo, balance ton porc, elles osent s'exprimer. Elles le paieront. Ça, c'est garanti. Ouais. Elles le paieront. Mais il faut espérer que non. Ouais, non. Oui, il faut espérer, je l'espère, mais elles le paieront, parce que on n'est pas dans un monde où les hommes sont encore prêts à lâcher un peu plus de lest. Enfin, c'est même pas lâcher du lest, c'est reconnaître que la moitié de la société a le droit d'exister. Ils se privent de cette chance-là. C'est dommage. C'est un peu bête. Non, mais c'est vrai. D'où on revient à ce respect que les anciens avaient vis-à-vis des hommes et ce qui se passe moins maintenant avec ces jeunes. Voilà. On est dans un tourbillon. C'est ça, mais quand on voit l'image que les jeunes se font de la femme, qui est véhiculée par des hommes quand même qui sont assez forts, parce que quand on parle de cinéma, de théâtre, d'émissions télévisées, de publicité, où il faut être à poil. Moi, je m'est jamais arrivé à l'esprit d'aller me mettre à poil pour manger un yaourt. Je sais pas quelle femme c'est un peu moins ça. le cas aujourd'hui quand même. Ouais. On voit moins je ça dans les publicités. Quelle femme fait ça? Non, mais je veux dire, il y a de gros fantasmes masculins qui passent à travers les ondes. Il faut arrêter. Non. Bon. Mais il faut encore un peu des hommes, Yamina. Oui, ah oui. Non, ils ont toute leur place. Oui, c'est important. Rassurez-moi. Non, mais nous, ils ont toute leur place. On n'est pas sexiste. On reconnaît que, c'est bien que vous soyez là. Mais bon, laissez-nous exister. J'ai essayé de le faire ce matin. On vous écoute, très Corinne. Vous vouliez préciser quelque chose pour terminer. Je voulais rebondir. Du coup, je rebondis sur tout ce que vous avez dit. Moi, je pense qu'on a parlé de jeunes filles, d'éducation de jeunes filles, mais si on éduquait un petit peu mieux nos enfants, garçons, peut-être qu'on n'aurait pas ce problème-là, en fait. Donc, comme il y a encore beaucoup de mamans qui s'occupent de leurs garçons, je dis aux mamans là, qui m'écoutent, éduquez votre garçon, justement, pour qu'il laisse la place à sa femme et qui lui donne son indépendance, sa liberté, ou sa petite sœur, sa grande sœur, et alors, au papa aussi, mais c'est vrai que comme beaucoup de mamans, et c'est vrai que souvent la mère a une emprise. Bon, moi j'ai eu cette chance de rencontrer un homme qui a pris sa place et qui a partagé complètement toutes les tâches. En fait, il n'y a pas eu d'aide ou je t'aide. Non, c'était un partage. Et je remercie ici ma belle-mère. Je ne sais pas si elle m'écoute, je pense que oui. Mais elle a su l'éduquer. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que si les hommes étaient éduqués dans ce sens, on n'en serait pas là. Voilà. Et ça, je voulais le dire. Corinne. Il y a du travail. Je vais rajouter une petite nuance. Je suis d'accord avec toi. Avec Corinne. Mais je dis, il n'y a pas que l'éducation à la maison. Il y a l'éducation aussi au niveau de la société. Oui, et là, voilà. Parce que c'est stéréotype aussi. Voilà. Non, mais on veut toujours faire porter le chapeau à la femme. C'est la mère. C'est le truc. C'est dans le foyer. Non, c'est la société. Oui. Voilà. Oui, mais cette société masculine. On veut toujours nous faire porter le chapeau. Mais vous voulez rajouter quelque chose, Agnès Pradel? Il y a beaucoup malheureusement de monoparents, enfin de mamans toutes seules avec leurs enfants. Et je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est un vrai souci. Il y a ce phénomène également de la mère isolée, effectivement. Une solution pour que finalement, elles aient cette aide. Mais moi, je suis convaincue qu'il faut aujourd'hui élever les garçons. Et on a ce pouvoir-là, les femmes, aujourd'hui. C'est nous qui les mettons au monde.
donc à un moment donné, il faut absolument arriver à les éduquer, à éduquer les garçons à avoir, de savoir tout faire en fait. Il n'y a rien qui est finalement dévolu à la femme. Après, c'est vrai qu'on a chacun des aspirations, ou on a une sensibilité féminine, une sensibilité masculine, ça c'est normal. Et puis je pense qu'il faut apprendre à nos filles à être des femmes libres. Voilà. Et tout ça, c'est les mamans qui le portent. Et puis voilà, donc il faut... Voilà, ça va prendre peut-être quelques années, mais en fait, on a ce pouvoir-là et c'est très fort. Corinne Foulana. Et du coup, les médias changeront sûrement, et les publicités changeront. Et ça a déjà changé voilà. un peu, quand Voilà. même. Ça a déjà un peu changé. Mais il y a encore des étapes à franchir. Toutes ces pionnières qui sont là, elles servent d'exemple. Il y a des filles qui se sont dit, elle y est arrivée, pourquoi pas moi? Sans micro, hein, Yamina, vous nous l'avez fait. Hein. Désolée, Là aussi, hein, c'est votre côté rebelle. C'est votre côté Peut-être un rebelle. petit peu. On Non, peut rien peut-être un vous petit- dire. Non, ce que je dis, c'est vrai que les femmes portent cette responsabilité qu'on leur fait porter. Mais moi, j'ai un exemple. J'ai une sœur qui a élevé 2 garçons et une fille de la même manière. Et des fois, les réactions de son fils, elle me dit, mais je comprends pas. J'ai pas éduqué un macho. C'est quoi ça? Pourtant, l'éducation était là. Que si la société avait suivi derrière aussi, Puis, Yamina, on te dit ta main n'a pas la même longueur de doigt. Donc les enfants, c'est un peu pareil. Ouais. Chacun a le caractère qu'il Ouais, a. Donc, ouais, ouais. Non, voilà. mais je pense que Tu s'il peux faut... les éduquer de la même voilà. façon, mais ils Pour peuvent faire, être c'est vrai, différents. mais pour faire évoluer les choses, je crois qu'il faudrait un grand plan Marshall. Ouais. Tout simplement. Ah oui, un On grand... va le mettre en place. Ah oui, non, mais c'est ce qu'il faut, parce que c'est dans tous les domaines, en fait. Ouais. Partout. Il y a Jessica Biver qui nous a laissé, qui était en charge de la radio Grille Ouverte, parce qu'on accueille Şengül Beku qui est avec nous. Je vous laisse prendre le micro si vous voulez bien. Vous êtes présidente de l'association culturelle et sportive turque, si je me trompe pas, et vous êtes chef d'entreprise dans le secteur de la maçonnerie. Alors ça m'intéresse, parce que c'est plutôt, on le disait ce matin, il faut lutter contre les stéréotypes, mais c'est plutôt un métier qui est dévolu aux hommes, la maçonnerie. Effectivement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Bonjour à Şengül. tous. Merci Bonjour. merci de m'avoir invité. Alors, je suis chef d'entreprise depuis 2004, mai 2004. D'accord. Et effectivement... Donc ça fait 20 ans cette année. C'est Donc ça. quelques mois. C'est ça. Et effectivement, c'est plutôt un milieu d'hommes. C'est très, très compliqué en tant que femme d'être sur chantier. Mais je vous rassure, ça se passe à merveille. Il y a beaucoup plus j'arrive beaucoup plus à me faire respecter par les hommes que les femmes. Ah bon? Et pourquoi? Ouais. Les hommes sont Mais- plus dociles. Exactement. Sont beaucoup plus à l'écoute, mais c'est vrai, hein, ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier. La coordination, chef d'entreprise, la coordination. Voilà, je préfère travailler, avec les hommes. C'est beaucoup plus... Ils respectent vos directives. C'est ça. Ils sont C'est ça. dans une démarche où, même si vous êtes chef d'entreprise Non, femme, ils sont contents de voir une femme sur le terrain. Chaque fois qu'il y a une personne nouvelle dans l'équipe, voilà, ils ont les yeux grands ouverts et voilà. et comme toutes les femmes qui sont autour de moi, ce matin, vous êtes multicasquette. Parce que vous Exactement. êtes présidente donc de cette association culturelle et sportive turque. Et en Depuis plus, on me dit que 2019. vous avez concocté un super repas pour ce soir. Je me trompe pas Effectivement. On m'invite lourdement à rester. J'ai un peu de travail à Nîmes, mais je vais peut-être revenir, parce que ça se voit un peu que je suis gourmand. Donc, C'est avec grand plaisir. Racontez-nous ça. Alors, déjà je l'association m'excuse de mon culturelle. retard. Je m'excuse de mon Y a retard pas parce de que problème. c'est une très très grosse organisation. Ah ben Et il y a j'ai- beaucoup de monde, hein. Je crois voilà, qu'il y a plus de 200 et, personnes ce soir. J'ai un petit peu stressé Brahim, excuse-moi, mais voilà, on a 250 personnes à nourrir. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Pourquoi vous avez eu envie d'ouvrir cette association et d'en être la présidente? Non. Alors, ouvrir cette association, non. Cette association existe depuis 1987. D'accord. Depuis 1987. Depuis l'âge de mes 20 ans, j'ai toujours fait du bénévolat. Je suis d'origine turque, d'accord. Et j'ai toujours donné un coup de pouce. J'ai toujours donné un coup de pouce à la communauté parce qu'il y a
il y a un gros souci, c'est la barrière de la langue. D'accord. Au niveau administratif, voilà, j'ai fait du bénévolat pour les huissiers de justice. J'ai travaillé au tribunal de grande instance pendant de nombreuses années en tant qu'interprète. Voilà, j'ai été dessinatrice. Voilà, j'ai fait énormément de choses. Et entreprendre aujourd'hui, est-ce que c'est difficile quand on est une femme? Entreprendre aujourd'hui, c'est en fait, donnez-nous une note d'espoir. Une note d'espoir, je vais vous dire non. En fait, c'est nous qui mettons les barrières. C'est nous qui mettons les barrières. Enfin, on est tous égaux. Pour moi, hein. Après, personnellement, dans ma vie professionnelle, j'ai jamais eu de barrière parce que je pense que étant femme, je me suis acceptée. D'accord, et tout simplement, voilà, je pense qu'il n'y a pas de métier, femme, homme, etc. C'est déjà de l'accepter soi-même, d'accord. Et quand on l'accepte soi-même, les autres, les hommes ont un regard différent, d'accord. C'est après, c'est ça. Hein, voilà. C'est du caractère, c'est tout ce qu'on a dit ce matin. Voilà. On prend la place qu'on ne veut pas nous donner. Exactement. Il faut avoir énormément de personnalité. C'est ce que je vous dis. C'est de l'accepter. C'est d'accepter qu'on est dans un milieu d'hommes. C'est de forcer. Et puis voilà. Et merci Shengoul. Voilà. On sera là ce soir. Il y a un super repas qui s'annonce. Vous voulez rajouter quelque chose, Corinne, pour terminer? Je suis vraiment tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Moi, j'ai vécu ma vie comme ça, en me disant, je suis une femme. Voilà, j'y vais, j'ai des rêves, j'y vais. Et ce que je dis à mes élèves du lycée, que ce soit du collège, que ce soit des garçons ou des filles, vous avez des rêves, il faut y aller. Voilà. Et c'est vrai, du coup, on se positionne d'une façon où les hommes nous acceptent. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu et j'ai été aussi femme politique. Et ça n'a pas été facile, j'ai été aussi adjointe de mairie. On va s'arrêter là. Sur les derniers propos de Corinne, on va vraiment vous remercier toutes d'avoir accepté de jouer le jeu ce soir, d'être avec moi dans cette émission. On va remercier Marie-Claude qui est avec nous, élue adjointe au sport à la ville d'Alès. On va remercier Corinne Folana, chef d'établissement au collège Villa Béchard et du lycée professionnel Pasteur. On va remercier Agnès Pradin qui était avec nous ce soir, présidente des pharmacies Agnès Pradin depuis bientôt 33 ans. On va remercier Yamina qui était avec nous ce soir, Tahar Chaouch, responsable de l'association Ouverture. Elle aura l'occasion de venir à Nîmes nous voir dans notre émission. Anissa Cordiani, on va la remercier également. Elle est élue conseillère municipale de la ville de la Grand-Combe en charge du centre social municipal. On va remercier Shengoul qui était avec nous, président de l'association culturelle et sportive turque et chef d'entreprise donc dans le secteur de la maçonnerie. Remercier Jessica Piver également de la radio Grille Ouverte. On va remercier Fabienne Fage-Drouin également élue à Alès en charge du pôle culturel et du club senior. On va remercier Brahim Aber, bien évidemment, avec qui cette émission n'aurait pas pu avoir lieu si on s'était pas mis autour de la table pour l'organiser. Et puis, bien évidemment, on va remercier Soraya Aouès qui nous a accueillis ce matin, qui a joué le jeu pour tout le travail qu'elle fait dans le cadre de la politique de la ville sur Alès depuis très longtemps. Parce que ces publics-là, je vous laisse prendre le micro, Soraya, on va terminer avec vous, parce que ces publics-là, ils ont besoin de femmes comme vous, de toutes les femmes qui sont autour de la table, mais de femmes comme vous avec du caractère, mais aussi qui sont prêts à franchir tous les murs et toutes les portes. Exactement, et aussi, il faut pas aussi oublier toutes ces associations, tous ces partenaires qui nous suivent, qui sont derrière nous, ce public qu'on a derrière, les agents de la collectivité. Donc tout ça, c'est un enjeu important et c'est tous ensemble qu'on peut réussir à faire plein de choses, tous ensemble. Voilà. On a bien compris. Moi, je veux remercier quand même Objectif Gare. Je tiens à remercier Objectif Gare parce que franchement, c'est une première pour nous. C'est formidable et j'espère qu'on en refera d'autres. Eh ben avec Merci grand Abdel. plaisir. Le Merci rendez-vous Romain. est pris. On va remercier bien évidemment également la mairie d'Alès. On va remercier Alès Agglomération. On va remercier le maire d'Alès, Max Roustan. On va remercier Christophe Rivinck, le président d'Alès Agglomération aussi, pour l'accueil de ce matin ici sur le territoire. On va remercier Romain Curat pour la réalisation, la préparation du plateau. Le plateau va falloir le démonter, le remonter pour lundi, puisqu'on va reprendre nos émissions à partir de lundi 17h45 en direct de l'avenue Feuchère à Nîmes. De nombreux invités la semaine prochaine. Ça va parler à
à quelques personnalités féminines autour de la table, puisque c'est Patrick Malavieille qui sera là lundi dans l'émission, l'ancien maire de la Grande Combe, mais président de l'EPCI du Pont du Gard et vice-président au département du Gard. Face à lui, c'est Régis Bayle qui sera là, c'est le président du pays Viganais. Mardi, on recevra Christophe Sers, le numéro 2 du conseil départemental du Gard, avec la maire d'Anduze, Geneviève Blanc, qui sera là dans l'émission. Et puis mercredi, c'est Frédéric Touzelier, le maire de Générac, premier vice-président à Nîmes Métropole, et Chloé Ridel, qui sera là, la candidate socialiste pour les européennes. Merci à tous d'avoir suivi cette émission très spéciale du club ce matin. On se dit à lundi, 17h45. Très bon week-end à tous. Merci.